Les podcasts d'Academ. Laurence Aziza rencontre Agnès Jaoui. Agnès Jaoui, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, dans le 1er arrondissement de Paris, sur ce petit bout d'île. On connaît bien la réalisatrice, l'actrice, la scénariste, la chanteuse, la césarisée, l'oscarisée. On connaît, mais on a envie d'aller un peu plus loin, de vous connaître un petit peu autrement. Et du coup, pour vous inviter à vous livrer, je vais commencer, cet exercice. Par un hasard tout à fait farfelu, comme la vie en offre parfois, nous nous connaissons un peu, vous et moi. J'étais à la recherche d'un stage pour mon mémoire de fin d'études d'ingénieur. Durant ces études, on nous avait parlé d'un livre sur la créativité. Par curiosité, je suis allée l'acheter. L'auteur était né en Tunisie. Il avait passé 1 an dans un kibboutz. Je l'ai contacté immédiatement. Il m'a pris en stage. J'ai même travaillé plus de 10 ans avec lui. C'était votre papa, c'est Hubert Jaoui. Et je vous ai même vu jouer Cuisine et Dépendance. Ça devait être la 3e représentation. Il était ultra fier. Et la pièce était drôle, caustique, intelligente, des qualités qui sont votre signature depuis 30 ans. 30 ans. 35, je sais plus. Voilà, oui. Et voilà. Et bon, on n'a pas tous la chance d'avoir des parents communistes. Est-ce que ça a été votre chance à vous? Oui, et en même temps, ça a été une chance parce qu'ils étaient communistes très particuliers. Ils n'étaient pas du tout dans le dogme et ils ne suivaient pas du tout le dogme communiste et encore moins staliniste et encore même pas. Enfin voilà, ils disaient même qu'il était communiste, non marxiste ou je ne sais plus. Enfin, il y avait déjà une spécificité et surtout, ils étaient surtout très ouverts d'esprit et très croyant en un idéal, croyant en un bonheur possible sur Terre et croyant ou espérant en l'égalité des chances. C'est surtout ça du communisme que je retiens. Et c'est drôle parce que on parlait de mon papa avant que l'interview commence et justement je l'ai eu tout à l'heure au téléphone comme à peu près tous les jours. Et bon, il est plus âgé maintenant, donc il ne se rappelait pas de tout, mais par contre, il m'a dit « Mais est-ce que tu parles de moi ?» Je lui ai dit « Mais c'est-à-dire, en général, est-ce que tu parles de mes livres ?» Donc il n'a pas du tout oublié lui et son égocentrisme certain. Donc vous voyez, je vais pouvoir l'appeler tout à l'heure et lui dire « Tu vois, on a commencé l'interview en parlant de toi et de tes livres. » Mais bon, il l'oubliera la seconde d'après, donc ça ne changera rien. Mais quand même, c'est drôle que du coup, vous commenciez l'interview par ça. Mais parce que je me rappelle aussi que ça avait été un peu compliqué pour lui aussi, votre succès et la gloire. Il se disait, mais enfin, c'est moi qui suis le célèbre dans la famille. C'est mais toujours compliqué pour les autres, le succès. Enfin, c'est compliqué pour tout le monde, mais pour les proches, oui. On a l'impression qu'on les vole, enfin ils ont l'impression qu'on les vole ou qu'ils sont dépossédés de quelque chose et je le comprends très bien. D'autant que c'était un chercheur dans son domaine, dans la créativité, c'est quelqu'un qui a quand même innové de façon évidente, certaine. Ouais. Alors quand je dis communiste, évidemment, c'est communiste socialiste, c'est communiste comme on pouvait l'être à la Chaume Hatzair, puisqu'ils étaient à la Chaume Hatzair, il était, et même votre maman. Mais communiste et tunisien, c'est surtout ce paradoxe-là qui est intéressant, parce qu'on imagine, enfin on n'a pas cette image-là, il y avait un mouvement à Chaumer en Tunisie qui était assez fort. Qui était assez fort et puis qui a tout changé pour mes parents. Et du reste, je vois très bien la différence dans ma famille. Ils viennent tous donc de Tunisie. Et je vois très clairement ceux qui sont allés à la Chaume Hatzair et ceux qui n'y ont pas été. C'est pas le même habitus, c'est pas la même formation. En gros, ceux qui ont été à la Chaume sont devenus plus ou moins des intellectuels, ce qu'on appelait des intellectuels, en tout cas des gens qui très versés dans la culture, dans l'étude, dans la réflexion, plus que les autres. Enfin, c'est vraiment... et c'était ultra émancipateur pour mes parents. Voilà. C'est ça, oui. Mais alors du coup, ils y sont arrivés, c'est vrai qu'on a envie de se dire, d'abord, est-ce qu'ils ont gardé des liens? Parce que très souvent, on garde des liens toute sa vie avec les gens qu'on a connus à la Chaume. Ah oui, complètement. Ma mère est décédée il y a un moment maintenant, mais ses meilleurs amis qu'elle a eus à la Chaume Hatzair et
sont toujours là et sont toujours proches de moi comme mes tantes, en fait, parce que je les ai connues, je les ai toujours connues. Et les liens qu'elles avaient créés petites, effectivement, ne se sont jamais démentis. Mais à tel point que je vous dis, pour moi, c'est de la famille. C'est la pareil. famille. Ouais. Ça vous a donné envie d'y aller? Alors, pas vraiment. Je sais pas, c'est marrant parce que une fois qu'on est arrivé, moi je suis née ici, donc, mais par rapport à ce qu'on peut appeler la communauté juive ou une communauté juive, mes parents n'en faisaient pas partie et n'avaient pas envie d'en faire partie. Et moi non plus, du coup. Et ils ont essayé quand même on est allé une fois, mais ça m'a paru super bizarre. Et je pense que c'était pas du tout, évidemment, l'équivalent de ce qu'était la chômère à Tunis. Par contre, quand j'ai mis mon fils à Corvol, là j'ai retrouvé quelque chose des idéaux de la chômère de mes parents. Voilà. Mais du coup, eux, ça a marqué leur éducation, par exemple, ce qu'ils vous ont transmis à vous, à votre frère. Il y a quelque chose de ça. D'abord, ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés absolument. Donc c'est vraiment un moment. Oui, enfin, oui. Ça a été. C'est quelque chose qui les a constitués. Ah bah oui, parce qu'en plus, ma mère avait 13 ans, donc elle l'a épousé à 17. Bah voilà, mais évidemment que ça a été. Oui, ils en parlaient vraiment très souvent. Il y avait des photos, et puis il y avait beaucoup de gens. Il y avait les frères et sœurs de ma maman, enfin, etc. Enfin, tout ça, oui, c'était extrêmement prégnant. C'est comme si ça a duré très longtemps, beaucoup plus longtemps que ce que ça n'a duré. Et ce qu'ils m'ont transmis aussi, qui est venu de là, c'est leur amour de Léo Ferré, Brassens, Brel, enfin toute la culture française. Ça, c'était capital pour eux, et ils me l'ont transmis, mais et à mon frère aussi, enfin à tous les deux. On a baigné là-dedans, et leur amour et leur respect pour cette culture-là aussi a été transmis. Presque plus en fait que, pas plus que le judaïsme, mais si d'une certaine façon. Du coup, ils ont quand même fait un passage par Israël. Ouais. C'est ça, donc absolument. Ils y sont allés et ils y sont revenus. Ils en sont revenus. Ils y sont allés donc à 18 ans. Ils ont quitté leur province bien décidés à conquérir Israël. Mais alors, ça s'est pas du tout passé comme ils avaient rêvé, évidemment, parce que de l'idéal, justement, socialiste à la réalité, voilà, le kibboutz à cette époque, les enfants allaient tout de suite à la Kvoutsa. La nuit, quand mon frère, qui lui était né et qui a quitté la Tunisie à 19 jours, pouf, on l'a séparé de ma mère, et quand il pleurait la nuit, ils appelaient ma mère. Mon père n'avait pas le droit d'y aller, hein. Il y avait... donc ça l'énervait beaucoup. Et puis, il y avait un nombre de règles très strictes. Et mon père, qui est le plus individualiste, le plus anticonformiste des personnes que j'ai rencontrées, à ce jour encore, ne supportait absolument pas d'avoir à se plier à ces règles-là. Du coup, à la fin, ils l'ont mis sur le tracteur, ça l'a beaucoup amusé quand même. Mais c'était quand même trop tard, ils avaient déjà décidé de partir, ce qui a été par ailleurs plutôt un drame pour ma maman, mais c'était lui qui décidait. C'est pas lui qui avait le droit d'aller voir les enfants ou le petit pendant la messe, c'est lui qui... Ouais. Bah oui, mais à côté de ça, encore une fois, il était très différent des autres papas, et toujours très différent. Et du coup, oui, quand on est arrivé du coup à Sarcelles, où ils ont rejoint une autre partie de la famille qui, elle, avait fait Tunis-Sarcelles. C'est vrai qu'il s'occupait de nous, il allait nous chercher, ma mère voulait faire des études, et il était non seulement d'accord, mais il voulait qu'elle en fasse. Et il s'occupait de nous comme les papas d'aujourd'hui, les papas modernes d'aujourd'hui. Oui, voilà. Il avait gardé finalement ses valeurs de la chômère, mais ça pouvait pas se vivre en Israël. Ça lui convenait pas, et du coup, il a plutôt appliqué ça. Et puis il trouvait qu'il y avait trop de juifs, et je comprends. Non, mais c'est pour ça qu'aussi, quand on est arrivé en France,
Il n'a pas du tout recherché la communauté juive, ni ma mère du coup. Et voilà, ce côté enfermant que peut avoir une communauté, il le fuyait et il me l'a transmis. Et du coup, il est arrivé à Sarcelles dans les années 60. C'était pas encore une ville juive à l'époque, c'était plutôt une ville à défricher. Enfin, je crois que c'était... Parce que ça l'est devenu un peu dans les années 70-80. Sarcelles a développé une grande communauté, mais il arrive là et il se retrouve... Voilà, c'est ça, c'est qu'il joue de l'émancipation, en fait. Enfin, c'est ce qui le... il était dans une, je sais pas, quand ils sont arrivés ici, quel milieu par exemple ils fréquentaient quand ils sont arrivés en France, c'était un fantasme la France pour lui ou... C'était plus qu'un fantasme, c'était d'ailleurs, j'ai été très surprise parce que quand à votre invitation, je suis allée chanter avec Enrico Macias au Shabbat séfarade de Copernic l'an passé. J'ai été interviewée et mon père aussi sur son rapport à la Tunisie. Oui. Et on a été interviewés séparément. Et autant moi je disais à quel point je me sentais proche des Tunisiens et des Tunisiennes, autant quelle ne fut pas ma stupéfaction d'entendre mon père dire que pas du tout, que pour lui il est français, il était français, que c'est la France qui l'a sauvé. Alors il était vraiment... et j'étais très surprise de l'entendre dire ça. Mais oui... c'est la culture française pour lui qui l'a émancipé. Donc il était, je pense, très heureux d'être en France. Et alors on allait faire Shabbat chez mes grands-parents, qui étaient donc aussi à Sarcelles, donc les grands-parents paternels, ses parents à lui. Je me rappelle de quelques kippours à la synagogue et quelques cérémonies comme ça, mais c'était tout. Et dès qu'on est arrivé à Paris, il n'y a même plus vraiment eu ça. Il y avait le couscous, il y avait des trucs comme ça folkloriques, et il y avait des fêtes qui nous réunissaient, mais absolument rien, encore une fois, de communautaire. Du coup, les grands-parents, on peut se poser la question de vos grands-parents, puisque d'abord, les enfants sont allés à la chômère, donc ça devait être des grands-parents déjà un peu décadrés par rapport aux juifs tunisiens ou... Non, je crois que vraiment ils avaient... Non, je pense qu'ils savaient pas du tout où ils envoyaient leurs enfants. Et d'ailleurs, ils n'ont pas voulu que la sœur de mon père, ma tante Nadine, y aille. Et elle en a été malheureuse. Ah oui. Alors, est-ce qu'ils ont compris entre-temps qu'il fallait un peu protéger parce que voilà, les filles et garçons étaient ensemble, tout ça, c'était très libre. Ah bah oui, carrément, oui. Et je sais pas, ça je saurais pas, mais mon grand-père était menuisier, c'était un homme très simple et qui avait pas du tout d'idéaux particuliers politiques à ma connaissance. Ma grand-mère était institutrice, elle en avait peut-être un peu plus, mais non, ils étaient très classiques. C'est vraiment, la rupture s'est faite avec mon père et ma mère, s'est faite plus tard. Et la Tunisie est restée très présente dans la famille, ça a été pareil, une fantasmagorie, quelque chose, ou bien, c'était... Non, c'est resté très présent dans la nourriture, dans les musiques qu'on écoutait. C'est pour ça que j'étais surprise de voir mon père répondre comme ça. Et on a fait ce voyage quand j'avais 11 ans, donc ça devait être en 76, quelque chose comme ça, en Tunisie. Et ça, par contre, j'ai perçu la douleur de mes parents. C'était trop tôt. Ah oui. Ils n'ont pas retrouvé leur maison. Je sais plus, il y en avait un qui était détruit, l'autre qui était... Et je me rappelle que j'étais pitchoune encore, mais que je les sentais très malheureux. Pas du tout la nostalgie heureuse. Juste quelque chose qui ressemblait plus à rien. Et encore une fois, je trouve qu'il faut un temps, des fois, pour redigérer le passé, ou je sais pas, enfin, en tout cas... je les ai pas sentis heureux du tout pendant ces vacances. Et si ma mère était en vie aujourd'hui, je suis sûre qu'on retournerait là pour le coup en Tunisie, qu'on serait retourné en Tunisie, comme pas mal d'amis de ma maman d'ailleurs qui vont, dont même certaines ont pris leur retraite là-bas. Bon, même si la situation des pays est à nouveau très dure, mais quand même, il y avait là, je pense, une réconciliation possible qui a pas eu à ce moment-là. C'était trop tôt. C'était trop tôt. Mais évidemment que il y avait tout un folklore qui passait beaucoup et qui passe encore beaucoup par la nourriture et qui était voilà qui restait. Vous les transmettez, ce folklore, le Shabbat, je sais pas, l'allumage des bougies, j'en sais rien, quelque chose. Non, je le transmets
parce qu'en plus j'ai adopté des enfants, donc et je les ai adoptés à l'âge de 5 et 7 ans, donc ils étaient grands, et ils viennent d'une autre culture, et j'essaie de leur dire qu'ils ont beaucoup de culture, Oui. comme moi, d'une autre façon, et que bien sûr ils choisiront sans choisir, comme on le fait tous, parce que c'est très étrange comment on se sent de telle ou telle identité, comment le temps fait avec, parce que on peut être complètement en rejet, puis finalement, d'ailleurs, ma mère, avant qu'elle tombe malade, voulait déjà qu'on revienne tous les vendredis soirs, donc faire Shabbat en fait. J'étais très étonnée, et alors qu'elle était pas du tout croyante, elle nous a demandé un petit rabbin pour voilà, dans ses dernières volontés. Donc voilà, c'était elle-même, je l'avais vue faire un aller-retour, enfin des allers-retours vis-à-vis de son identité, et moi j'en fais aussi. Par contre, je pense que c'est une richesse, il y a beaucoup de choses que j'aime dans cette richesse-là, et du coup j'essaie de la transmettre à mes enfants. Voilà. J'ai une dernière chose sur la Tunisie. Je voulais vous lire un petit passage. Et c'est autour de la question de l'exil, de l'immigration. En fait, c'est tiré, c'est la petite introduction d'un livre d'Albert Memmi qui s'appelle La statue de sel. Alors, voici un écrivain français de Tunisie. Il est juif, de mère berbère et sujet tunisien. Cependant, il n'est pas réellement tunisien. Le premier pogrom où les Arabes massacrent les Juifs le lui démontre. Sa culture est française, cependant la France de Vichy le livre aux Allemands. Le jour où il veut se battre pour elle, la France lui demande de changer la consonance judaïque de son nom. Il ne lui resterait plus que d'être vraiment juif si, pour l'être, il ne fallait pas partager une foi qu'il n'a pas et des traditions qui lui paraissent ridicules. Que serait-il donc pour finir ? On serait tenté de dire un écrivain. Alors c'est Albert Camus qui dit ça, qui parle d'Albert Memmi. Mais est-ce que vous vous reconnaissez ? Oui, complètement. Et puis, c'est évidemment, enfin pas évidemment, mais Albert Memmi est un des auteurs favoris de mon papa. Donc en plus, pareil, j'ai l'impression que c'est un de mes oncles. Et oui, ce que je reconnais, en tout cas, c'est toutes ces identités et ces ruptures d'identité. Ça, mais alors, oui. J'ai l'impression de complètement être dans ce processus-là, de me sentir appartenir et rejeter, et électron libre, plus exactement. Mais donc possiblement rejeter, même de la France, enfin voilà. Mais pour moi, ça fait partie intégrante du judaïsme. Et d'ailleurs, quand mon père a dit « il y a trop de juifs », en Israël comme boutade, je comprends aussi ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que la culture de la minorité, d'être à la marge, d'être d'ici, mais d'être pas seulement d'ici, d'avoir cette capacité d'adaptation à tel et tel milieu, ça fait partie. Alors ça, pour le coup, j'ai l'impression que, oui, on m'a transmis ça, profondément. L'exil aussi, enfin... Oui, l'exil, bien sûr, la sensation en fait, d'être exilé, mais de partout. C'est-à-dire que, oui, je me sens pas française, mais je me sens absolument pas israélienne, je me sens pas tunisienne, je me sens pas cubaine, je me sens pas espagnole, je me sentirais européenne peut-être, j'en sais rien. Mais encore, s'il fallait définir, parce que on est là tous en train de se battre sur nos identités, mais en vérité, j'ai pas tellement envie, moi, d'en avoir une, et surtout, encore une fois, elle est archi-multiple. Et avec ce double chemin d'aimer, de me retrouver dans... là, j'étais à Toulouse, j'ai retrouvé une partie de ma famille jaoui, on a fait un Shabbat, je trouvais ça... Il y avait 40 personnes, donc c'était vraiment très... impressionnant, enfin très chaleureux, et j'aime ça, mais j'aime que ce soit pas une obligation. C'est ça qui est toujours étrange. Et en même temps, je sais bien que la transmission de ces folklores ou de ces rites, il ne passe pas sans une certaine obligation. Donc c'est un drôle de va-et-vient. Mais c'est-à-dire que par contre, si on me force à quoi que ce soit, j'en pars, mais alors en claquant la porte, ce n'est pas possible pour moi. Mais et pourtant.
en fait, vous incarnez avec tout ce que vous avez fait la femme française. Vraiment, enfin. Peut-être. Alors en tout cas, mais peut-être je suis beaucoup plus française que je ne le crois. Sûrement d'ailleurs, hein, parce que c'est pareil. Quand je suis à l'étranger, au bout d'un moment, la France me manque incroyablement. En plus, je connais pas un pays où on mange aussi bien et où c'est aussi beau et où on boit aussi bien. Enfin, il y a mille choses dans la culture française que j'adore. Et donc, mais simplement, je sais. Voilà, je suis dans un bel appartement, mais je sais qu'on peut m'en chasser. Je le sais puisqu'on l'a été il y a pas si longtemps. Et que c'est très étrange, mais quand j'étais petite, j'ai l'impression que c'était il y a très longtemps, que c'était en noir et blanc et que ça n'arriverait plus jamais. Et au fur et à mesure que je prends en âge, j'ai l'impression que c'était hier. Et que, d'ailleurs, maintenant, ils colorisent les images, donc c'est même plus en noir et blanc, mais même que c'est arrivé, que ça peut réarriver en une seconde. Enfin, de toute façon, il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans l'actualité. Donc, ouais, c'est plus fort que moi, voilà, ce sentiment d'appartenance et de non-appartenance absolue. Le théâtre, le cinéma, le chant, ça a été des tremplins d'émancipation aussi, où il y avait déjà une grande liberté dans la famille, dans ce qu'ils vous ont transmis, mais pour le coup, je sais pas. Plutôt d'ancrage, justement, parce que oui, alors là, je crois que c'est difficile d'être plus libre que ce que j'ai été dans l'enfance et dans l'adolescence. Le fait de faire du chant, alors pour le coup, alors j'ai eu l'impression de pénétrer la bonne société française, hein, parce que c'était quand même encore à l'époque un endroit bien vu, voilà, de faire de la musique, de la musique classique bien sûr, etc. Et puis après, et puis il y avait toute une relation à la religion catholique, ou protestante aussi, puisqu'on chante beaucoup de Bach, d'œuvres religieuses. Et puis après, et le théâtre, il est apatride, c'est ça qui est bien. Et en même temps, pareil, j'ai découvert toute la beauté de Molière, de Racine, de Corneille, voilà, donc là aussi, ça m'a plutôt ancré, moi, j'ai l'impression. Plus que libéré, il n'y avait pas vraiment besoin de... Non. Et alors du coup, il y a aussi cet aspect-là, enfin, vous êtes parfois révoltée, parfois cassante, toujours féministe, toujours humaniste, c'est ce qu'on perçoit. Avec une forte personnalité, parfois déroutante, c'est aussi un héritage, c'est vous qui l'êtes forgé avec le temps, parce que bon, vous n'êtes pas le genre à tomber dans la facilité, ni dans justement l'unique, un pan unique, c'est... Oui, cette question du féminisme, enfin, je pense surtout à la question du féminisme, de la féminité, du féminin, mais avec quelque chose d'essentiel. Je le reçois comme ça, je le perçois comme ça, mais... C'est-à-dire que je l'ai beaucoup d'abord vécu à travers ma mère et son parcours, parce que quand même, au bout d'un moment, elle s'est aussi émancipée de mon père et de la Tunisie et du modèle dans lequel on mettait les femmes en Tunisie. Et puis, je me souviens de ses lectures, de Doris Lessing, de Marlene Frey, de plein d'auteurs féministes, autrices féministes que j'ai découvertes après. Là aussi, c'est drôle, les vagues qu'il y a, parce que... du coup, après, j'ai revendiqué son féminisme, je l'ai compris, même si, évidemment, le fait que c'était un féministe assez violent vis-à-vis des hommes, et ça, j'étais pas tout à fait d'accord. Enfin, en tout cas, quand j'ai lu Les Carnets d'or de Doris Lessing, que ma mère adorait, j'étais stupéfaite de voir à quel point il n'y avait pas un mec pour rattraper l'autre. Donc ça, moi, je trouvais... J'étais pas d'accord. Et puis après, je suis restée féministe parce que j'ai continué à voir comment s'exprimait le sexisme ou le machisme ou la misogynie dans plein d'endroits, et pas seulement des vieux endroits de droite, mais des fois au sein même justement du monde du théâtre ou de monde de gauche qui sont censés
être très évolué. Je me rappelle des réactions du Parti socialiste vis-à-vis de Ségolène Royal et là encore, enfin bon bref, tous ces bastions, enfin voilà, enfin toutes ces résistances à une véritable égalité, ça je les ai vécues et je les ai perçues tout le temps. Et puis après c'est drôle parce que j'ai été féministe, mais c'était complètement ringard d'être féministe. Donc il y a eu aussi toutes ces années-là, après les années 70, 80, 90, et puis où je me souviens de faire des débats avec des classes entières où les filles me disaient mais il n'y a plus de problème, ça y est, c'est bon. Regardez, tout va bien, on a les mêmes droits, et donc je disais, ah bon, ah d'accord, ils voulaient faire quoi plus tard comme métier, bon bref. Là on rigolait un peu, mais bon, je peux pas dire aux gens, si, je te promets, tu es écrasée, tu ne t'en rends pas compte, mais tu dois te libérer, bon bah, elles s'en rendaient pas compte, elles trouvaient que tout allait bien, très bien. Et donc c'est drôle de voir que maintenant, à nouveau, il y a un féminisme, et un féminisme qui s'est emparé de la question de la sexualité, ce qui n'était pas du tout le cas, évidemment, dans les années 70. Enfin, si, ils s'en emparaient, mais pour dire tout est libre. Oui. Donc là, c'est un petit peu le contraire, c'est plutôt pour dire plus rien n'est libre. Et à nouveau, il y a une certaine violence de certaines féministes dans laquelle je ne me reconnais pas. Et un caractère non inclusif et une détestation des hommes que je ne partage pas du tout. Voilà. Mais c'est intéressant de voir ces mouvements, ces vagues et ces va-et-vient qu'il y a. Heureusement, c'est la vie d'ailleurs. Et par exemple, quand on vous voit suivre les cours, les conférences de Delphine Orviller, juste là, moi ça me paraît évident, ça fait lien entre judaïsme, féminisme, place de la femme aussi dans la religion, parce qu'en général, elle n'a pas le droit d'accéder à ce type de fonction. C'est pas en général, c'est qu'elle n'a pas le droit. Et là, tout d'un coup, on a cette femme et d'autres, Pauline Bèbe avant et d'autres. Enfin, est-ce que d'abord, quel effet ça vous fait? Parce que vous assistez à ces cours, du coup, est-ce que c'est ça qui vous a remis, comment dirais-je, le pied à l'étrier du judaïsme? Je sais pas, c'est-à-dire l'envie d'en savoir un peu plus. En tout cas, c'est sûr que quand je suis allée à un cours de Talmud il y a 30 ans et qui était tenu par un homme, évidemment, enfin qui était enseigné par un homme et que je me suis assise à côté d'un mec parce que voilà, et qu'on m'a dit non, il faut aller de l'autre côté. Et je suis tombée de ma chaise parce qu'en plus, pour le coup, à Sarcelles, c'était pas comme ça. Et j'ai une photo au mur des lamentations où on est mélangés. Donc, tout d'un coup, on me dit, mais si, c'est la loi. Je vais me dire, mais ta gueule, la loi, elle était pas comme ça il y a 20 ans. Alors, c'est quoi la loi? Qui c'est qui la décide? Ça m'exaspère, ça. Et donc, je suis restée parce que j'étais venue jusque-là. Mais je me suis dit, plus jamais. Je peux pas aller dans un club qui m'accepte pas. Oui. Je suis quand même pas maso à ce point. Ouais. Donc évidemment, je suis d'abord allée aussi écouter Pauline Bèbe et c'était passionnant. Et puis après Delphine Orviller et c'est passionnant. J'ai appris, il y avait des femmes imams aussi, enfin voilà. Il y a un très beau livre. Évidemment que ça me paraît essentiel. De toute façon, ça me paraît essentiel de rétablir la dignité et le respect du féminin et que ça passe aussi par les religions qui, toutes, écrasent le féminin. Ouais, excluent et écrasent, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais aujourd'hui, je sais pas, moi j'ai cette sensation que ça bouge un peu. En tout cas, avoir une femme imam, ça bouge et puis ça avance et ça recule. Oui, c'est exactement, ça bouge, mais cette femme imam, elle est reconnue par personne. Delphine non plus. Enfin, je veux dire, c'est des combats qui ne sont absolument pas gagnés. Et en Israël, n'en parlons pas. Donc, c'est super. Il faut qu'elle continue évidemment à s'exprimer. Et c'est super que voilà, tant de personnes aillent les écouter et puis c'est passionnant ce qu'elles délivrent comme message. Mais enfin, les résistances, elles sont, c'est pareil. C'est comme le fait d'être juif ou d'être une minorité. On sait qu'il faut être vigilant absolument tout le temps et que rien n'est gagné. Ça, certainement pas. On peut parler un peu, de ce couple artistique et avec Jean-Pierre Bacri, parce qu'en fait,
lui il était aussi assigné, il disait sans arrêt on ne me met que dans des rôles de juifs pieds noirs, ça l'exaspérait. Enfin, c'est très exactement. Il a commencé par être connu dans les films d'Arcadie, oui. par les films d'Arcadie, et donc évidemment, on l'a pour le coup assigné à ça beaucoup, et il n'en pouvait plus. Mais de la même façon que je crois que Philippe Noiret, on lui parlait tout le temps du vieux fusil, il n'en pouvait plus. C'est vrai. Enfin, je veux dire, voilà. Beaucoup d'acteurs ou d'actrices ont un grand succès ou un truc qui a marqué et qui fait qu'après les gens ont l'impression, qu'ils n'ont rien fait d'autre de leur vie. C'est un peu lassant, mais c'est pas très grave non plus. Ça veut dire qu'au moins ils ont fait un succès, c'est déjà pas mal. Et du coup, ce judaïsme un peu laïque, c'est quelque chose qui vous a rapproché, qui a parlé l'un à l'autre. Je sais pas comment vous vous êtes rencontrés. Et puis c'est pas justement le fait de se retrouver. Il était juif tunisien, juif algérien, oui, juif algérien. Et du coup, cette chose-là, oui, à alors, un moment, oui. Alors c'est tout le paradoxe là aussi. Juif laïque, je sais pas. Bah oui, d'être juif laïque et de me dire mais jamais de la vie j'épouserais ou je serais forcément avec un juif. Enfin, c'est pas mon premier choix. Et puis quand l'homme dont je tombe amoureuse est juif, et puis en plus de cette façon-là, c'est-à-dire alors très anticommunautariste. Alors lui, vraiment, c'était exacerbé chez lui. Et ça me plaît, oui, c'est vrai. Enfin, il y a quelque chose où je me reconnais. Il y a des choses, mais aussi parce qu'on avait la même façon d'être juif ou de vivre notre judaïsme, et de façon surtout pas excluante des autres, ce que je ne supporte pas. Et j'ai imaginé, mais j'en sais rien, mais j'ai imaginé qu'on pouvait très bien, que pour écrire ensemble. Toutes ces choses qui sont une écriture totalement libre, extrêmement. Vous êtes devenu l'emblème du film français, l'incarnation même. Et mais je vous imaginais dans un ashram ou dans une abbaye, certainement pas partir justement dans le Negev pour écrire, mais plus quelque chose de contrasté. Non, on était parisiens, Jean-Pierre, jusqu'au bout des ongles, et donc on a écrit dans le bruit et la fureur de Paris toujours. Ouais. Si il nous est arrivé de les terminer, ou voilà, quand on avait vraiment un coup de collier à mettre, d'aller s'isoler en Bretagne ou je sais pas où, ou dans le sud, enfin peu importe, à l'hôtel. Mais en général, on écrivait à Paris. Et on aimait bien écrire à Paris et justement pas isolé. Pour se nourrir. Ça venait assez une habitude, un goût de Paris d'ailleurs. Ouais. Et alors, parlons-en. Je pense à Un air de famille en 96. Alors, l'action se passe un vendredi soir. Ouais, je sais. Bah oui. Je sais, plein de gens nous ont dit. Non, mais un dîner de famille, un vendredi soir. Claire Maurier, folle, elle vénère son fils aîné. Non, mais quand même, mère juive par excellence. La famille est conflictuelle et soudée. Et puis, il y a même justement le collier de diamants. Donc, ça ressemble... sans, évidemment... moi, les premières images que j'ai vues, je me dis, c'est quand même un Shabbat. On a beau être dans un café de la banlieue parisienne. Alors, vraiment, non, ce n'est pas un Shabbat. On voulait absolument pas que ce soit une famille juive. Ils s'appellent les Ménards. Et, oui, non, mais... Voilà, il n'y a pas de... Mais, évidemment, je comprends, et il y a certainement des choses qui nous ont échappé, y compris le fait que ce soit un vendredi soir. Il fallait que ce soit un vendredi soir pour que le café soit ouvert, et voilà, c'était ça notre raison. Mais on n'est pas, on n'est pas né de nulle part, et donc après, je pense aussi que c'est une famille très latine, très méditerranéenne de toute façon. Ça marche en Italie, ça marche en Espagne, ça marche en plein bien sûr. Bien sûr. Sûrement plus qu'au Danemark ou en Suède, mais après, la maman qui préfère son fils aîné ou son garçon à sa fille, malheureusement, c'est dans beaucoup de civilisations ainsi. Il n'y a pas que chez les juifs séfarades. En tout cas, une petite phrase, le sens de l'humour suppose une sensibilité particulière, la capacité à prendre ses distances par rapport à la réalité et à soi-même.
Il y a un humour dans lequel vous vous reconnaissez particulièrement, parce que dans votre écriture, avec Jean-Pierre Bacry, aujourd'hui, il y a toujours ce petit décalage, cette distance, cet humour. Ah ben oui. Toujours là. L'humour, il est... Enfin, après, il y a du burlesque, il y a plein de genres d'humour, il y a de la farce, il y a tout ce qu'on veut. Mais autrement, il est très lié à la distance qu'on a vis-à-vis des situations. Si on voit quelqu'un se casser la figure et qu'on est très proche de lui, avec lui, je pense pas qu'on rira. Plus on s'éloigne, plus on peut rire, plus on... Enfin voilà, ça a beaucoup à voir avec, je pense, la justesse et le décalage, bien sûr. Et il y a un humour juif pour vous ? Enfin, on en parle, il y a l'humour belge, l'humour juif, l'humour anglais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu comme l'humour anglais, c'est-à-dire c'est une certaine capacité à rire de soi-même. À rire de soi, oui. Et à rire de ses propres malheurs. Mm-hmm. En ce qui concerne les juifs, pour le coup. Du coup, il y a un lien avec je sais pas, enfin, j'imaginais, est-ce qu'il y a un lien entre Olivier Nakache, Eric Toledano, Adam Sandler, Mel Brooks et vous? Enfin, est-ce qu'il y en a un qui vous touche particulièrement? C'est vrai que je pensais aussi au Monty Python de façon presque évidente. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai l'impression que ce qui me... Les Anglais vont être peut-être ceux qui me font le plus rire et voilà, ils ont une façon très souvent dans leur littérature ou dans leur pièces de théâtre d'avoir justement ce petit décalage et ce petit flegme qui me fait vraiment tordre de rire. Enfin, puis leur rapport à l'absurde. L'humour de Woody Allen aussi m'a beaucoup touché, m'a beaucoup plu, et puis plein d'autres. Cette façon universelle d'être juif, en fait. Chez Woody Allen particulièrement, je trouve. C'est-à-dire qu'il assume la mer, il assume tout. Oui. Et il en fait une langue qui parle à tout le monde. Mais oui, mais très souvent, quand on est dans le particularisme, on est au cœur de l'universel. Un de mes auteurs préférés, c'est Pagnol. Oui. Et Pagnol, on est dans... c'est drôle, quand j'ai vu la famille Stitzel, j'arrive à Stitzel, ouais. Stitzel, enfin, je sais jamais comment on dit. Les Stitzel. J'ai beaucoup aimé, ça m'a rappelé Pagnol. Ça m'a rappelé, voilà, cette espèce de règles et d'interdits et de consanguinité obligée, et on est encore une fois là au fin fond de rites hyper particuliers, mais qui parlent à tous parce qu'on vient tous de la même matrice. C'est vrai que c'était étonnant de voir ce succès des Stitzel et des séries très très israéliennes et très très juives pour le coup, et même très religieuses, et qu'elles puissent tout d'un coup trouver un intérêt aux yeux de tous. Ça me paraissait être étonnant, parce qu'on allait dans le... Bah oui et non. Pour moi, encore une fois, ça me paraît logique, mais c'est un peu comme la mythologie. C'est parce qu'on est au cœur des interdits et des permissions que se donne l'être humain à lui-même, quoi, et qui est hérité de tout le temps. Enfin voilà, et comment est-ce qu'on peut changer ou pas changer de normes qui sont qu'on a l'impression qui sont immuables et écrits dans le marbre, sauf que pas vraiment, mais bon voilà. Donc je trouve ça en fait logique. Pour terminer un peu, on parlait tout à l'heure de Delphine Horviller et de vous voir suivre des cours de Torah. Il y a quelque chose qui a évolué chez vous, c'est-à-dire que en tant que... Est-ce que ce lien au judaïsme a bougé depuis 20 ans, 30 ans, grâce à l'écriture ou grâce à vous, ou peut-être par des rencontres? Non, grâce à la vie aussi, oui. Ce lien a bougé, mais disons à la spiritualité, de façon plus générale. J'ai un grand ami curé, par exemple, que j'ai rencontré par hasard à Narbonne, et on est restés très amis. Et d'ailleurs, il appréciait beaucoup Jean-Pierre, et j'ai enregistré leur conversation parce que c'était assez étonnant. Mais c'est un rapport à quelque chose d'autre que le matériel, et que c'est en fait, et moi j'ai vraiment toujours été éduquée comme ça, un rapport très fort au judaïsme, mais laïque. Il n'y a pas plus juif que mon père, il n'y a pas plus laïque que mon père.
encore une fois. Et ma mère, c'était pareil. Donc, oui, en tant que philosophie et en tant que qu'amour de l'autre aussi, qu'amour des enfants, importance de la transmission, de la protection, de choses qui sont supérieures, encore une fois, au simple matériel. Oui, ça a évolué parce que je suis heureuse de pouvoir parler avec des gens qui sont mus par autre chose qu'une réussite consumériste. Donc vraiment, ça me... dans ce sens-là, mon rapport a évolué. Et puis aussi, avec toutes mes contradictions, comme je vous disais, par rapport à être avec quelqu'un de juif ou pas, je pense que si j'avais eu un enfant de mon ventre, je l'aurais circoncis, alors que ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, en tout cas, c'est du rationnel pur, etc., etc. Donc, j'ai bien été obligée, et je suis encore obligée d'interroger mes contradictions, et encore une fois, tout en maintenant les acceptant, parce que je pense que c'est comme le bonheur, c'est comme la vie, c'est fait de mouvements contradictoires, et l'équilibre, c'est ça, c'est mouvant. C'est comme le bonheur, encore une fois, c'est pas tout le temps, c'est pas plane. Ce qui est plane, c'est la mort. Le reste, c'est des allées et venues entre eux, ce qu'on doit préserver, pas préserver, ce qu'on doit transmettre, pas transmettre. Voilà, c'est et donc ce côté-là du judaïsme, comme des religions en général, m'intéresse en fait de plus en plus parce que comme la musique, comme la culture, comme je me suis rendu compte que c'était aussi des moyens d'aller mieux, de s'apaiser et de se consoler. Voilà, ce sont des chemins qui m'intéressent. Merci Agnès. Merci beaucoup. Un podcast d'Academ avec Laurence Aziza. À la prise de son, Max Finkel et Michel Smul. Au montage, Isaac Payon.